Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter, un article qui est paru dans le BMC Primary Care en juillet 2024, intitulé «Experiences with implementing advanced care planning in Belgian general practice in the context of a cluster research clinical trial». Donc c'est une évaluation du processus, de mise en œuvre utilisant le cadre, RIEM. Tout d'abord, l'advance care planning, c'est un processus itératif de communication entre des personnes et leur entourage sur leurs valeurs, leurs objectifs et leurs préférences en matière de traitement et de soins futurs. Donc il apporte plusieurs bénéfices. Tout d'abord, une aide à la prise de décision. Il permet aussi d'augmenter la qualité, des soins, et il est actuellement recommandé, d'initier cette démarche de façon précoce, notamment lorsque l'espérance de vie des patients est limitée. Les soins primaires ont été identifiés comme un contexte favorable, car les patients peuvent établir une relation de confiance et régulière avec leur médecin généraliste et ils peuvent aussi aborder ces discussions alors qu'ils sont toujours dans un état clinique stable. Par ailleurs, en Belgique, les médecins généralistes assurent la liaison avec les soins palliatifs à domicile. Cependant, l'advance care planning est une démarche qui est encore peu développée en médecine générale, notamment par manque de temps et de formation des professionnels. L'étude, belge, comme l'a dit, Chloé, s'appelle l'étude ACP-GP. Donc c'est un essai contrôlé randomisé, qui évalue une intervention complexe d'advanced care planning en médecine générale en Belgique. L'objectif de l'équipe de recherche était de faciliter la démarche, d'ACP en médecine générale et toujours en Belgique. Et pour ça, ils ont, réalisé un travail préparatoire assez faramineux, qui suit les lignes directrices du Medical Research Council, pour le développement, des interventions complexes. Ce travail préparatoire a été réalisé, par plusieurs phases. Donc la phase 0 a été réalisée en 2013. Elle a consisté en la réalisation d'une revue systématique de la littérature afin d'identifier les leviers et les obstacles au développement de cette démarche en médecine générale. Les leviers identifiés étaient l'anticipation, par les médecins généralistes, mais aussi par les patients, des complications. Également une, relation, solide entre, les médecins généralistes, les patients, mais aussi leurs proches. Hem, il y avait aussi comme autre levier, la formation, des, professionnels sur l'advance care planning, ce qui leur permettait de développer ensuite des compétences pour aborder, la démarche et également de préparer, les patients à l'engagement dans cette démarche. Comme, obstacles, ils en ont identifié plusieurs, notamment le manque de formation des professionnels et aussi le manque de confiance, pour initier la démarche. Par ailleurs, les professionnels éprouvaient des difficultés à identifier le bon moment, pour initier la démarche, d'advance care planning. Ils avaient également peur d'annihiler tout espoir de guérison, pour les patients en évoquant le sujet. Il a également été rapporté, une attitude passive, des médecins généralistes qui consistait à attendre que le patient, initie de lui-même la démarche ou aborde le sujet et comme dernier obstacle, il a été identifié, le manque d'un espace, défini pour stocker, les comptes rendus et les résultats des conversations, donc les volontés, des patients. Pour l'étape, suivante réalisée en 2016, donc ils ont, développé une intervention complexe, d'advance care planning suite aux résultats de la revue systématique, puis ensuite qu'ils ont complété par des focus group avec les médecins, généralistes et ils ont défini les différentes, étapes de l'intervention, par consensus d'experts. Donc la première étape consistait en, une formation interactive des médecins généralistes, sur l'initiation et la conduite, des discussions d'advance care planning grâce à des techniques de communication. La deuxième étape était d'identifier, les patients, devant bénéficier prioritairement de l'advance care planning. En trouvant un moyen de repérer ces patients, notamment par, la question surprise. Donc c'est, les médecins généralistes qui devaient se poser la question: «Est-ce qu'ils seraient surpris ou non que leur patient décède dans l'année qui suit?»
La troisième étape de cette intervention reposait sur l'élaboration d'un livret éducatif qui était destiné aux patients et qui leur était remis par le médecin généraliste. Euh, donc, ça a donné des explications sur le concept d'Advanced Care Planning, mais aussi sur le rôle des différents soignants dans la démarche d'Advanced Care Planning. Et il leur a été fourni aussi des exemples et des suggestions pour contextualiser cette démarche. Comme quatrième étape, ils ont élaboré un guide de conversation pour les médecins généralistes afin de pouvoir structurer et recadrer les conversations avec leurs patients sur le sujet de l'Advanced Care Planning afin d'optimiser l'efficacité des conversations. Et comme cinquième étape, ils ont élaboré un document structuré basé sur le guide de conversation pour reporter les résultats des conversations. L'étape suivante, réalisée en 2022, était l'essai, pilote d'une étude contrôlée randomisée en cluster. Donc là, ils ont voulu évaluer la faisabilité et l'acceptabilité de l'intervention définie précédemment et de ses composantes par une méthode mixte. Donc ils ont analysé la faisabilité par, l'analyse du recrutement et des abandons, également par le taux de réponse au questionnaire et ils ont réalisé des entretiens semi-dirigés après l'intervention. Pour analyser l'acceptabilité, ils ont réalisé des entretiens semi-dirigés. Donc, l'intervention a été jugée acceptable par les médecins généralistes, notamment la formation interactive a été appréciée et les patients ont trouvé que les conversations d'Advanced Care Planning étaient utiles. Pour la faisabilité, ils ont identifié plusieurs difficultés, notamment la lenteur du recrutement. Les médecins généralistes ont rapporté que les critères d'inclusion des patients étaient difficilement applicables et par ailleurs, ils avaient des difficultés à initier les conversations avec leurs patients. La troisième étape a consisté en l'étude, en la réalisation de l'essai contrôlé randomisé en cluster. Donc, l'objectif de cet essai était d'évaluer de façon quantitative les effets de l'intervention d'ACP en médecine générale. Donc, pour ça, ils ont utilisé 2 critères de jugement. Pour les patients, ils ont évalué leur engagement grâce à l'échelle ACP Engagement Survey, qui est composée de 15 items. Et pour les médecins généralistes, ils ont évalué leur auto-efficacité grâce à l'ACP Self-Efficacy. Pour la méthode, en fait, ils ont comparé un groupe contrôle, donc des médecins généralistes et des patients qui recevaient les soins habituels. Et le groupe intervention a bénéficié de l'intervention qui était déclinée en 4 étapes. Donc, une formation interactive pour les médecins généralistes, la remise d'un cahier éducatif aux patients qui se nomme My Wishes for Future Care. La troisième étape a consisté en 2 consultations entre le patient et les médecins généralistes qui étaient structurées grâce à un guide de conversation. Et comme dernière étape, ils ont consigné les résultats des conversations dans un document qui était basé sur le guide de conversation. Ils ont comparé du coup le groupe contrôle et le groupe intervention à 3 mois et à 6 mois du début de l'intervention. Malheureusement, ils n'ont pas trouvé de différence significative, que ce soit pour l'engagement des patients ou pour l'auto-efficacité des médecins généralistes. Euh, donc, ils n'ont pas trouvé de différence significative, mais ils ont quand même trouvé une tendance à l'augmentation des 2 scores, mais dans le groupe intervention, mais aussi dans le groupe contrôle. Leurs hypothèses pour expliquer cette tendance à l'augmentation dans les 2 groupes étaient le contexte Covid, où la population a été sensibilisée à l'anticipation des soins au vu du contexte dramatique. Et aussi, ils ont évoqué une participation de l'effet, je ne sais pas comment on prononce, Hartland. Nous en arrivons ensuite, après ce long travail de préparation à l'étude que je vous présente. Donc, en 2004, ils ont analysé et ils ont cherché à comprendre les résultats par l'évaluation du processus de mise en œuvre de l'intervention, afin de faire la distinction entre une intervention qui ne fonctionne pas et une intervention qui a été mise en œuvre, mais de façon incorrecte et qui n'a pas permis d'obtenir de résultats. Donc, cette évaluation du processus de mise en œuvre fait également partie des recommandations du Medical Research Council, qui est basé du coup sur la recherche sur les interventions complexes. Et là, on se pose des questions, mais qui
dépasse l'attente juste des résultats qui soient positifs ou négatifs. Donc en fait, on essaie d'identifier d'autres facteurs qu'un résultat seul et qu'est-ce qui pourrait interférer sur ces résultats et également évaluer la valeur de l'intervention. Donc ils ont pour, cette étude, leur objectif était d'évaluer, les expériences des patients et des médecins généralistes lors de la mise en œuvre de l'intervention, afin de comprendre comment l'intervention a été mise en œuvre, d'identifier les facteurs contextuels qui interagissent avec les résultats et d'identifier les leviers et les obstacles, rencontrés lors de la mise en œuvre et leur influence sur ces résultats. Pour la méthode, ils ont évalué le processus de mise en œuvre par une méthode mixte. Pour ce faire, ils ont suivi le cadre RIEM, donc, qui est basé sur 5 composantes. Reach, c'est la portée, l'efficacité, ensuite l'adoption, l'implémentation ou la mise en œuvre, et la maintenance ou la durabilité. Ils ont cherché à savoir comment et pourquoi une intervention fonctionne ou non lorsqu'elle est mise en œuvre dans le cadre d'un système de santé. Donc, pour, les différentes composantes, analysées, donc la première était la portée, donc qui porte sur le nombre, la proportion et la représentativité, des participants. Comme critère, ils ont, analysé le nombre de médecins généralistes et de patients qui étaient éligibles, le nombre de médecins généralistes et de patients qui ont participé et ils ont comparé les profils des, participants, et ceux qui ont refusé. Pour, la deuxième composante, donc l'efficacité, donc là, on cherche à connaître l'impact de l'intervention, sur les résultats. Donc ici, c'est, l'engagement des patients et l'auto-efficacité des médecins généralistes. Et ils ont également, hem, récupéré les événements indésirables, qui étaient déclarés. Donc, ils ont analysé, l'efficacité au début de l'étude, à 3 mois et à 6 mois. Pour, la composante, de l'adoption, donc c'est l'analyse des décisions qui sont prises pour s'engager, dans l'intervention, dans quelle mesure elles sont prises et qu'est-ce qui y a contribué. Pour ça, ils ont, recueilli l'expérience des médecins généralistes et des patients. Ils ont récupéré des cahiers d'exercices, aussi le compte rendu des conversations et les comptes rendus des conversations et ils ont analysé les documents, dans lesquels étaient consignés, les comptes rendus des conversations. Et ils ont aussi analysé, les éventuels changements dans la pratique des médecins généralistes. Pour ce faire, ils ont, remis des questionnaires aux médecins généralistes et ils ont réalisé des focus group. Pour les patients, ils leur ont également remis des questionnaires et ils ont réalisé des entretiens semi-dirigés. Ils ont analysé le compte rendu, des, conversations et également le contenu, de quelques cahiers de patients. Pour, la composante implémentation, donc la mise en œuvre, là, on cherche à savoir comment est-ce que l'intervention a été mise en œuvre, quels sont les barrières et les leviers, notamment, par rapport à la fidélité, la satisfaction ou, les différents obstacles et leviers identifiés. Donc, pour la fidélité, en gros, ça correspond au suivi, des étapes de l'intervention telles qu'elles sont prévues initialement dans le protocole. La satisfaction pour les médecins généralistes, et les patients, donc c'est la satisfaction par rapport aux différentes composantes, de, l'intervention et autrement, bah, quels obstacles, et leviers ils ont rencontrés lors de, la mise en œuvre des différentes, composantes de l'intervention. Donc pour ça, ils ont, distribué des questionnaires de satisfaction aux médecins généralistes et aux patients et ils ont également fait des focus group et des entretiens semi-dirigés. Pour la dernière composante, donc la durabilité, donc là, on cherche à connaître l'intention de maintenir l'intervention, dans le temps pour les patients ou pour les médecins généralistes et à recueillir des éventuelles pistes d'amélioration. Pour cette analyse, ils ont distribué des questionnaires également de, satisfaction portant sur l'intérêt d'utiliser l'intervention à l'avenir. Ils ont fait des focus group avec les médecins généralistes et avec les patients. Les participants étaient des médecins généralistes belges, les patients étaient des patients qui étaient majeurs, qui ne présentaient pas de démence, qui parlaient néerlandais et aussi qui, ont été détectés par la question, surprise. Donc les données, collectées, au début de l'intervention, c'était des données démographiques. À 3 mois, ils ont
recueilli, les questionnaires de conversation et aussi, les questionnaires de satisfaction et de mars à juin 2021, ils ont réalisé, des focus group avec les médecins traitants et des entretiens semi-dirigés avec les patients. Pour l'analyse, ils ont analysé les questionnaires, grâce à une échelle de Likert sur, 7 points. Pour faciliter la compréhension des résultats, ils les ont classés en score de 1 à 3 qui correspondait à une note faible ou, un désaccord avec, la proposition. La note de 4 était une note neutre, donc les patients n'avaient pas forcément d'accord ou de désaccord. Et les notes de 5 à 7 étaient considérées comme élevées ou lorsque, les patients ou les médecins généralistes étaient d'accord avec la proposition. Pour les focus group et les entretiens, semi-dirigés, ils ont analysé le contenu, des entretiens par une approche inductive et déductive, de laquelle s'est dégagé des thèmes généraux qui ont ensuite été répartis dans les différentes, composantes du cadre, RIEM. Donc pour ce qui est des résultats, donc pour la portée, initialement, 1 519 médecins généralistes ont été contactés, 682 ont refusé par manque de temps, 50 ont accepté, 35 ont été recrutés et 18 ont été, randomisés dans le groupe intervention. Ensuite, 117 patients ont été identifiés, 95 ont été inclus, 8 patients ont refusé car ils n'étaient pas intéressés et 2 patients ont trouvé que le sujet était trop difficile. Et 53 de ces patients ont été randomisés dans le groupe intervention. Bon, pour les facteurs qui ont, influé sur la portée, il a été rapporté que la question surprise était utile, mais difficile à appliquer, lorsque un patient, bénéficie d'un traitement car l'issue est incertaine. Les médecins généralistes ont trouvé que les critères d'inclusion étaient trop restrictifs. Par ailleurs, il a également été rapporté que les patients, consultaient en premier lieu leur spécialiste, puis, quand ils se dégradaient ou à l'approche du décès, ils consultaient leur médecin généraliste. Hem Par ailleurs, il y aurait, selon, les participants, un biais de sélection, car les, médecins généralistes, auraient tendance à proposer, aux patients, de participer à l'étude lorsqu'ils se sentaient plus à l'aise avec eux. Pour ce qui est de l'efficacité, il n'y avait pas de différence significative sur le score d'ACP Engagement Survey, ni sur l'ACP Self Efficacy. Il n'y avait pas d'événement, indésirable majeur à déclarer non plus. Pour la perception du bénéfice ou de l'impact, les médecins généralistes se sont déclarés plus attentifs, à l'ACP. Ils allaient adopter une attitude plus proactive et ils allaient être plus positifs pour, aborder, la démarche. Par ailleurs, ils ont trouvé que l'axe de l'Advanced Care Planning était plus satisfaisant que, celui des DA uniquement, des directives anticipées, pardon. Ils se sentent également plus confiants pour aborder la démarche et ils ont trouvé que les cahiers et les conversations étaient, utiles. Pour les patients, ils ont trouvé que l'intervention permettait une aide à la réflexion apportait une aide à la réflexion, permettait aussi de diminuer l'anxiété, et ont permis aussi de les rassurer sur la prise en compte de leurs souhaits, dans, les décisions futures. Pour, la composante, adoption, donc au niveau de la formation des médecins généralistes, un tiers des médecins, auraient consulté 1 à 2 fois, le contenu de la formation. 47 des médecins généralistes déclarent avoir, consulté 1 fois dans le mois qui a suivi l'intervention, le contenu de cette formation et 12,5 ne, l'ont pas du tout consulté. Pour le cahier patient, un tiers déclare n'avoir jamais, utilisé ce cahier. Pour ce qui est des conversations, 80 des médecins généralistes, ont eu au moins une conversation avec leurs patients et 72 des patients, déclarent avoir eu au moins une conversation avec leur médecin généraliste. Pour la documentation des conversations, un tiers des consultations, pardon, non, 26 des consultations, des premières consultations ont été documentées et seulement 4,8 des deuxièmes consultations auraient été documentées. Pour l'effet perçu, il a été reconnu l'importance de l'Advanced Care Planning, mais que pour ça, ça nécessitait aussi des patients qui étaient réceptifs. Il y avait, différents degrés d'utilisation du modèle, de documentation des conversations et les conversations pouvaient, susciter des émotions négatives, et des inquiétudes qui entravaient l'engagement des patients. Par ailleurs, l'ACP était pertinent pour les patients, mais ça dépendait aussi beaucoup de leur âge et du stade de leur pathologie.
Pour l'implémentation, au niveau de la fidélité, les médecins généralistes, 71 auraient eu 2 conversations contre 30 des patients qui déclarent avoir eu 2 conversations avec leur médecin généraliste. Pour la formation, 73 des médecins généralistes étaient satisfaits et 60 d'entre eux la recommandent. Et pour ce qui est des outils, 77 des patients considèrent avoir eu, des réponses à leurs attentes et 86 ont déclaré avoir reçu suffisamment d'informations. Pour l'expérience de la mise en œuvre, la majorité des médecins généralistes se sont déclarés satisfaits de la formation et des outils et les patients ont trouvé que les outils étaient utiles à la préparation, mais qu'il y avait aussi un degré variable d'implication dans la prise de décision et également, que les discussions sur l'advanced care planning étaient facilitées, notamment lorsque la relation médecin généraliste et patient était ancienne. Pour la durabilité, les médecins généralistes, 66,7 se sont déclarés très intéressés par, l'utilisation du matériel et 53 des patients ont déclaré, être très intéressés pour utiliser, le cahier à l'avenir. Pour, leur perception, et la perspective d'évolution, il a été proposé une intégration de la formation, aux études de médecine, de modifier le format de la formation par, un format uniquement en ligne. Cependant, les consultations de 1 heure, pour discuter de l'advanced care planning, n'étaient pas réalisables dans la vraie vie. Ils ont proposé également une unification du système de documentation à prévoir et aussi de diffuser, le concept d'ACP dans les médias afin de familiariser la population avec cette démarche. Voilà, je vais laisser la parole pour la discussion à mes collègues. Oui, bonjour. Donc, pour reprendre, la discussion, donc c'est reprendre un peu les différents résultats, c'est un peu un résumé. Donc au niveau de la portée, malgré tout, il y a 50 patients qui avaient accepté, de rentrer dans l'étude sur 1 500 demandes, donc ça reste quand même, une très faible part de médecins généralistes qui avaient accepté à participer à cette étude. Que, au niveau de l'efficacité, malgré tout, il n'y a pas eu, à nouveau d'amélioration de l'engagement et de l'auto-efficacité, heu, des médecins. Hem, Qu'au niveau de l'adoption, ça restait, assez variable, même s'il y avait des patients qui étaient satisfaits des documents, des carnets, tous des outils qui étaient fournis, il y avait quand même plutôt une faible adoption, hein, du modèle, proposé et au niveau de l'implémentation, du coup, la répercussion était qu'il y avait, à nouveau une faible fidélité, en fait. Ils avaient du mal à poursuivre, l'utilisation de ces outils. En revanche, les participants étaient assez satisfaits, des conversations, et ils arrivaient à le refaire, à rester fidèles aux 2 conversations. Et puis, par contre, pour la durabilité, ça restait assez faible d'après ce que les médecins disaient, c'est qu'ils n'étaient pas certains de pouvoir, continuer, cette pratique, sur le long terme. Heu, Si on peut passer à je pense pas que je puisse passer à la diapo suivante. Tu vois pas là, je t'ai passé la diapo suivante? Ah Non, si, tu vois pardon. pas? Si, c'est bon. Et donc, pour parler un peu plus des forces et des limites de l'étude, donc ce qui est intéressant, c'est la méthodologie, avec la méthode, RE-AIM qui permet quand même d'évaluer, tous les points, tous les points du processus, en fait d'évaluation, donc ça, c'est assez intéressant quand même, ça permet, d'être assez complet et la méthode mixte avec, à la fois, quantitatif et du qualitatif avec des focus group et des entretiens semi-dirigés, ça permet, d'analyser plus en profondeur, les résultats de l'étude, en fait en cluster, d'analyser, pourquoi ça marche, chez ceux, qui ont accepté et pourquoi ça marche pas, pour, heu pour les autres. Et alors après, donc cette étude a montré quand même que ceux qui ont pour les participants, ils étaient quand même globalement satisfaits.
en valorisant, l'approche de l'advanced care planning, contrairement aux directives anticipées, que ça a permis, d'améliorer aussi la confiance des médecins généralistes par rapport à ce genre de consultation et de discussion. Et il y a aussi l'utilisation des outils, de certains outils. Je trouvais que c'était intéressant, d'avoir mis ça en valeur, que ça pouvait chez certains patients, c'était pas une majorité, mais ça pouvait, les aider. Et Pardon. ensuite, plus pour les limites, alors il y avait plusieurs, points, au niveau de la validité externe, le fait que c'était, limité vraiment à une population, de Flandre et de Bruxelles, ça peut, mettre en question voilà, la généralisabilité, du fait que la pratique de médecine générale, elle peut être différente. Je crois qu'il disait qu'apparemment, même en Belgique, il y avait dans ces endroits-là, ils étaient plus à même de travailler dans des cabinets, en solo plutôt que dans des cliniques ou des maisons de santé, que ça pouvait changer aussi leur façon de faire. Il y a le fait qu'on n'ait pas en fait, les données, qualitatives étaient, uniquement du groupe interventionnel, mais on sait pas finalement, dans le groupe témoin, et dans ceux qui ont arrêté aussi l'étude, on ne sait pas trop, pourquoi. Ça aurait été intéressant d'aller aussi les chercher pour savoir, pourquoi ils n'ont pas accepté de rentrer dans l'étude. Et puis, oui, il y a le fait que, d'une part, les médecins généralistes qui étaient sélectionnés, c'était, le fait que ce soit du volontariat, ça probablement sélectionne, bah, ceux qui sont le plus intéressés par ça et ceux qui, de toute façon, seront plus à même de le faire, après, et c'est peut-être pas ceux qu'il faut le plus, former. Hem Et aussi le fait, enfin, peut-être le principal, c'est que en plus les médecins généralistes pouvaient choisir leurs patients et les patients avec lesquels, ils sentaient que ça serait plus facile. Il y a aussi le biais de désirabilité sociale, par rapport aux patients, dans les réponses. Donc c'est-à-dire qu'ils seraient plus à même de répondre des choses, qui soient acceptables, qui soient, moins tabous. Hem Et puis, alors après dans l'évaluation de la maintenance, bah, forcément c'est des réponses un peu hypothétiques puisque c'est sur le est-ce qu'on va continuer, cette pratique? Donc ça restait, très, très hypothétique, mais il y avait déjà des réticences, donc à voir, ce que ça donnera par la suite. Et une des limites aussi, que c'était que 3 mois, de suivi, et donc je trouve que c'était un peu limite pour, évaluer, voilà, l'efficacité de cette méthode à long terme. Du coup, moi j'ai été, prendre la partie, discussion de l'article un petit peu plus loin que les forces et limites, pour présenter un petit peu des des points importants et puis des perspectives éventuelles, pour, aller plus loin que cette, expérimentation. Et donc du coup, j'ai pris le parti de trier un peu ces perspectives et du côté des patients et du côté des médecins. Du coup, des côtés des patients, ils ont, voilà, témoigné d'un besoin de préparation avant, ce temps d'ACP et ça semblait pas suffisant avec les documents qui leur étaient fournis. Ils avaient besoin de comprendre un petit peu, les enjeux, d'être familiers un petit peu avec le concept pour pouvoir s'exprimer, clairement et exprimer leurs souhaits, le plus clairement possible. Heu, un autre, point important, c'est qu'ils trouvent, le concept, d'advanced care planning particulièrement intéressant, mais plutôt pour les autres. Ils se sentent pas concernés, y compris quand le médecin, lui, avait repéré un patient pour lequel il était opportun de commencer à en discuter avec des situations médicales difficiles. En tout cas, pour le patient, s'auto-saisir de ça, c'est, bah, «J'en parlerai quand j'irai mal», alors que, ça va à l'encontre un petit peu du projet, d'ACP. Une fois, passés ces entretiens, ils se sont quand même déclarés rassurés a posteriori par le contenu des échanges et l'impression d'avoir pu partager avec leur médecin généraliste, des éléments importants. Ça a renforcé la confiance envers, leurs praticiens. Ils ont évoqué également le poids du tabou sociétal, donc qui doit un petit peu,
expliquer les 2 points précédents avec, le tabou de la mort, le tabou, des soins palliatifs, le tabou de la fin de vie, qui libèrent pas la parole suffisamment pour pouvoir évoquer, ces sujets-là avant qu'ils arrivent. Et dans le dernier point, ils ont noté, et ça me paraît important, une intervention qui a été, avec du contenu qui a été, construit par des professionnels, donc les cahiers et tous les outils et toute la démarche a été, construit par des soignants, sans concertation avec les usagers. Et donc c'est vrai qu'ils notent ils avaient probablement sous-estimé, l'impact émotionnel notamment de certains éléments et que, à l'avenir, ils trouvaient intéressant qu'il y ait des usagers, qui puissent participer à l'élaboration des différents outils et matériels. Et du côté des médecins généralistes, le gros point important pour eux, c'était que ils ont trouvé ça intéressant, mais qu'ils n'ont pas le temps de le faire. C'est quelque chose qu'on aurait pu deviner, auparavant. Donc voilà, il y avait 2 consultations assez longues, du temps de formation avant, qui vient se rajouter à un nombre de missions particulièrement important. En tout cas, ils ont retrouvé, par rapport à leurs inquiétudes, un recueil qui était satisfaisant de leur point de vue, de par le côté proactif, qui cassait un petit peu le côté anxiogène, mortifère, avec plutôt un recueil positif de souhaits du patient, d'idéal, heu, qui permettait d'aborder ces questions-là de façon un peu moins anxieuse. Il proposait également dans l'article de penser à la formation sur l'Advanced Care Planning autrement, c'est-à-dire pas forcément sur un temps dédié avec une formation spécifique sur, cette façon d'envisager, les soins, et le recueil des souhaits, mais peut-être de l'implémenter, ponctuellement dans un petit peu toutes les formations qui se font dans différentes pathologies. Ils évoquent par exemple, des formations sur Alzheimer, de peut-être ajouter, quelques éléments d'advanced care planning dans ces formations-là pour que, ça diffuse et que ce soit pas, quelque chose de propre et que ça puisse, être la mission de tout le monde. Ils ont évoqué, voilà, par rapport à cette difficulté du manque de temps, que peut-être c'est la mission de recueil des souhaits du patient, elle était à partager avec les autres professionnels de façon, interdisciplinaire. Ils évoquent notamment les infirmières de consultation qui pourraient être, à même également de recueillir des souhaits, d'évoquer ces questions-là, d'être formés et que le médecin généraliste viendrait, un petit peu, collecter les recueils des uns et des autres pour en faire un tout cohérent. Ils évoquent, bah, alors ça me paraissait peut-être un petit peu utopiste, mais un espèce de recueil continu tout au long de la vie, du patient, de ses souhaits, des choses qui font sens pour lui et puis, que dans chaque consultation et dans chaque contact avec lui, il puisse, prendre le temps de noter, les valeurs du patient, les souhaits, ses souhaits, pour qu'au moment où on en a besoin, il y ait déjà, tout un tas de choses collectées. Donc voilà, ça paraît parfait, mais ça paraît un petit peu utopiste et en tout cas, ils ont, mmh, beaucoup signifié leur besoin d'avoir un outil qui soit plus ergonomique, notamment pour tracer, plutôt que juste un texte libre où à chaque fois il faut retaper des choses, mais, un outil, ergonomique de recueil et qui pourrait également être, complété par, les autres professionnels de santé. Et sur la poursuite, de l'Advanced Care Planning, bah, ils ont tous déclaré qu'ils allaient, poursuivre parce que c'était particulièrement intéressant pour eux. Après c'est un vœu pieux parce que, comme on disait, il y avait que quelques mois de recul. Donc, en conclusion, il y avait pas de pour l'étude ACP-GP, il y avait pas de supériorité significative, dans le groupe, intervention, mais l'approche qualitative, a révélé des aspects positifs qui étaient perçus par les participants, et également mis en valeur les défis qui ont été rencontrés, dans l'adoption et dans la mise en œuvre de l'intervention. Elle permet aussi, cette approche, d'apporter une réflexion sur la durabilité future de l'Advanced Care Planning en médecine générale. Elle souligne l'importance d'une approche positive de, cette démarche et également, elle révèle aussi les obstacles, en pratique, c'est-à-dire le manque de temps et le manque d'un lieu de stockage des conversations. Voilà et je vous ai mis la vidéo.